Bonjour à tous, pour tous ceux qui m'ont demandé et pour tous ces enfants qui voulaient avoir un témoignage, j'aimerais vous lire la lettre qu'on a trouvée près du lit de ma grand-mère après son décès quand on a vidé l'appartement. Une lettre très très émotive qui a été écrite le 6 juin 1945, juste après la libération et qui est donc une lettre où elle croit encore que sa sœur Huguette va revenir et qu'elle est en vie alors qu'elle est morte du typhus à Auschwitz. Et donc, beaucoup de personnes voulaient voir cette lettre. Je vais vous la lire. On m'a demandé de la lire pour des enfants à Paris. Donc, voilà, je vais la lire telle qu'elle est. Elle fait 4 pages. Donc, voilà, je la lis. Donc c'est Lyon le 6 juin 1945. Mais très très cher. J'étais très étonnée d'apprendre par chère Julienne que vous êtes retournée en Alsace. Je vous ai envoyé un télégramme à Lanteuil dès mon arrivée à Lyon. Quand je vis arriver Julienne et son mari, hier matin, ce fut une joie énorme. Mon cœur a éclaté et j'ai sangloté de joie, d'émotion, mais aussi de douleur. Mes chers parents auraient été si contents de la revoir. Mais Dieu sait où ils sont. Je sais, heureusement, que Huguette est en vie, encore dans un camp d'Allemagne. Elle va revenir prochainement en France. Imaginez-vous ma grande joie de revoir ma chérie après cette année de séparation. Je fais une petite parenthèse. Julienne, c'est sa cousine Germaine. Et son mari, c'est eux qui sont venus la chercher à l'hôpital à côté de Saint-Étienne quand elle est revenue de la guerre. Et donc Huguette, c'est sa sœur que j'ai dit que elle attendait, elle croyait qu'elle était en vie, mais elle ne l'était pas. Je vais vous résumer en quelques lignes ce qui s'est passé depuis l'année dernière. Le 25 mai, lendemain de l'anniversaire de cher papa, à 5h30 du matin, on frappe à la porte de l'appartement. On ouvre. 5 ou 6 hommes rentrent, nous demandent nos papiers et nous disent de faire nos paquets. Je restais pétrifiée sur place. Je croyais que papa allait se sentir mal, mais il fut très courageux et aida même à faire les bagages. Nous partîmes de Montrond pour la prison de Saint-Étienne où nous passâmes la nuit sur les paillasses par terre. Le 26 mai, on nous emmena à Drancy d'où je vous ai envoyé une lettre. Nous sommes restés à Drancy jusqu'au 27 du même mois. Ce jour-là, on nous fit lever de très bonne heure et on nous transporta par car à la gare dans des wagons de bestiaux. Nous fûmes 60 à 85, hommes et femmes, dans ce wagon par une chaleur torride et à peine la place pour s'asseoir. Là, le martyre a commencé, le voyage fut terrible, 3 jours et 3 nuits sans boire, sans soins d'hygiène. C'est ainsi que le 2 juin, nous débarquâmes à la gare de Birkenau près d'Auschwitz, en Haute-Silésie. Il était environ 7 heures du matin. Birkenau, l'enfer sur terre. Nous en eûmes l'expérience tout de suite. Des hommes en habits rayés envahissent le wagon et nous firent descendre sans nos valises. Sur le quai gisaient pêle-mêle des sacs de voyage, des photos, des clés, du pain, etc. Nous ne gardions que nos sacs à main. À la descente du train, nous fûmes saisis par une fumée âcre et noire. Plus tard, nous apprîmes d'où elle venait. Le camp était entouré de 6 crématoires. Le camp était tout proche. Nous apercevions des formes humaines maniant la pelle. C'étaient des femmes sans cheveux. On rasait tous les arrivants, avec des loques comme robes. Je revois cette scène comme si c'était hier. Les Boches commencèrent par séparer les femmes et les hommes. Papa dut donc nous quitter. L'adieu fut terrible. Je ne saurais le décrire. Mes parents étaient plus courageux que nous et s'embrassèrent peut-être pour la dernière fois, hélas. Nous 3 continuâmes à avancer sur le quai. Là, un officier triait les femmes, les unes à droite, les autres à gauche. Maman fut mise à gauche, Huguette et moi à droite. Pauvre petite maman. Qu'est-elle devenue par la suite? Je ne l'ai pas appris, mais malheureusement, je m'en doute. Les 200 femmes sur 1200 qui furent mises de notre côté rentrèrent dans le camp. Je pus faire pour la dernière fois un petit signe à papa. On entra dans un grand bâtiment où nous fûmes inscrits par les lettres alphabétiques. Nous reçûmes un numéro individuel et furent incrustés un tatouage sur le bras. Après, une jeune fille nous fit enlever nos vêtements et tout ce que nous possédions encore. Nous passâmes toutes nues devant un Allemand qui nous prit nos bijoux. Nous n'avions plus rien. On ne consentait même pas à nous remettre nos photos. Ensuite, ce fut les douches qui durèrent quelques instants. On nous fit sortir dans une grande salle cimentée où nous séchâmes au courant d'air, sans serviette. Nous restions là jusqu'à la nuit, grelottant de froid et naturellement sans manger. Vers 9 heures,
On nous inscrit encore une fois. Et ils nous donnèrent des haillons à mettre sur le dos, des chaussures trop grandes ou trop petites, ou une chaussure avec talons et l'autre sans. Après avoir habillé les 200 femmes, une ancienne nous escorta jusqu'aux baraques. C'étaient des longs bâtiments en pierre et très bas. Ce fut terrible là-dedans. Il faisait sombre et l'on entendait la respiration lourde des gens qui dormaient vaincus par la fatigue. Toujours dans les ténèbres, on nous fit monter dans différents lits en bois à 3 étages où étaient déjà couchées d'autres femmes. Je me faufilais entre elles, mes chaussures sous la tête sans me déshabiller. Huguette, sa sœur, coucha dans un autre lit. Je m'endormis malgré moi jusqu'au moment où une voix de femme cria « Aufstehen !» Ce fut encore dans l'obscurité que nous nous levâmes en vitesse. Des femmes furent désignées pour la corvée du café, qui était un petit liquide noir détestable. Nous sûmes bientôt nous-mêmes ce qu'était cette corvée de café, détestable liquide noirâtre dont on nous gratifiait comme petit déjeuner. Oui, nous apprîmes ce que c'était de rester là, 1 heure durant pour le moins, avant que les cuisines ne s'ouvrent, sous la pluie torrentielle, les pieds trempés dans la boue, souvent sans chaussures. Plus d'une d'entre nous attrapa la bronchise, congestion pulmonaire ou pneumonie, dont elles ne guérirent pas. Nous portions de grandes cuves de 50 litres de ce café bouillant à 4 sur un chemin crevassé et plein de boue. Une stubova derrière nous avec une lanière de cuir pour nous frapper et nous fouetter à tour de bras quand l'envie lui prenait de se divertir. À 4 heures du matin, appel. Tout le monde fut chassé hors du bloc à coups de bâton et obligé de s'aligner par rang de 5 dans la cour afin de pouvoir nous compter. C'est en rang qu'on nous distribua le café, une gamelle pour 5. Nous nous lavions la figure et les mains avec. Pendant des heures, nous restions ainsi, debout, grelottant de froid, nous serrant les unes contre les autres sans parler, sans bouger. À 7 heures, une femme aryenne de l'Arbeitskommando vint nous chercher pour le travail. Nous n'avions rien mangé depuis la veille au matin. Le martyre de la journée continua. Le travail fut très dur, terrassement, corvées de toutes sortes, les chiens derrière nous et les Austriens, Bosch, avec des bâtons ou des lanières en cuir avec lesquelles elles nous frappaient et nous fouettaient. Nous travaillions ainsi jusqu'à midi, sous la pluie ou sous le grand soleil, le corps trempé par l'averse ou par la sueur. À midi, bataille pour la soupe, nous étions obligés de nous mettre en file, les unes derrière les autres, poussés de tous les côtés par les chefs de baraque, qui étaient des juives, mais elles étaient pires que les Boches. Nous touchions après 1 heure d'attente une gamelle de soupe infecte pour 5 personnes sans cuillère pour manger. Les premiers jours, nous ne la mangions guère, mais par la suite, la faim fut trop grande et nous n'avions rien d'autre pour manger. Défense de rentrer dans le bloc, nous mangions dehors, assises dans la boue. À peine avions-nous terminé qu'on vint nous rechercher pour le travail jusqu'à 7 heures du soir. Ce fut l'appel qui dura encore 2 heures, souvent 3 heures, sans parler ni bouger, toujours en rang de 5. On nous distribua un petit morceau de pain et un bout de margarine avec interdiction absolue de le manger avant la fin de l'appel. Tous les jours se ressemblaient. On vivait dans une atmosphère terrible. Nous apercevions de partout les fours crématoires qui brûlaient nuit et jour. Nous sentions la viande brûler. Après 3 semaines, des cas de scarlatine éclatèrent. Nous fûmes consignés à l'intérieur du bloc, accroupis, toute la journée sur les lits, à 10 ou 12 personnes. Pour aller au WC, c'était une autre affaire. Il fallait y aller par groupe de 20 femmes. Une seule n'avait pas le droit de sortir. La porte était gardée par une forte polonaise qui obéissait à la consigne. Nous restâmes ainsi 2 mois, ayant presque tous les jours des contrôles médicaux. Quelle ironie! Alors on nous faisait toutes sortir, nous mettre nus et attendre 1 ou 2 heures avant de passer devant une infirmière qui nous regardait la gorge. Beaucoup de nos camarades rentrèrent à l'hôpital et n'en sortirent plus, faute de soins ou ayant pensé à passer une sélection. C'est à ce moment que Huguette, ma sœur, eut un peu de température. Elle rentra aussi à l'hôpital, mais en ressortit 2 jours après. Malheureusement, on l'a mise dans une autre baraque, dans le camp de travail. Elle travailla alors dans une Neben. Son travail consistait à tresser des bandes de tissu goudronnées. Il fallait faire un certain métrage si l'on ne voulait pas recevoir des coups de bâton par le capot. Je ne puis voir ma sœur que de temps en temps puisque j'étais consignée et qu'elle travaillait. La pauvre chérie était très courageuse et quand nous pouvions nous voir, c'était notre plus grande joie. Nous ne vivions que dans l'attente de cette minute. Quand notre bloc fut déconsigné, on nous mit dans différents commandos. J'eus la chance, ainsi que ma meilleure amie, de tomber dans un bon commando. Je dis bon en le comparant aux autres. Tous les jours, nous faisions 2 kilomètres pour nous rendre au lieu de travail qui était dans le camp des hommes. Le commando s'appelait le Canada.
parce qu'on y trouvait de tout. Les bagages des personnes qui arrivaient étaient entassés dans la cour. Les hommes les ouvraient et les triaient et apportaient dans les baraques où nous étions le linge, les vêtements, la literie, etc. que nous mettions en paquets de 10 ou de 20 par catégorie. Ces paquets partaient en direction de l'Allemagne. Nous déchirions et abîmions le plus possible. Les plus belles serviettes de table remplaçaient le papier hygiénique, que c'était terrible à voir. Nous déchirions de belles nappes pour faire des chiffons. Nous marchions sur le pain, le lard, le sucre, etc. Tout s'abîmait et défense absolue d'emporter quoi que ce soit au camp où les femmes mouraient de faim. Avant de rentrer du travail, nous passions à la fouille. Mais malgré cela, on arrivait de temps en temps à passer un peu de lingerie ou du pain. Je vendais le linge dans le camp contre du pain ou du miel ou du sucre que je donnais à Huguette. Mais vers fin août, il n'y eut plus de transport, donc plus de travail pour nous. On nous changea encore de commando. Cette fois, ce fut le Strasbourg. Nous faisions des routes, aplanissions des terrains, les pieds dans la boue avec des chaussures trouées, la robe trempée par la pluie et qu'on le remettait mouillé le lendemain matin. Pendant 2 mois, nous étions constamment dehors, travaillant comme des forçats. La majorité avait les pieds gelés, ce fut mon cas, et j'en ai souffert beaucoup, j'en souffre encore souvent. Le 30 octobre, nous partîmes en transport. Nous étions environ 1200 dans mon convoi. Avant de nous mettre en wagon, nous fûmes comptés et recomptés au moins 50 fois. Nous passâmes toute la nuit dehors à attendre les douches. On nous changea de vêtements, on nous prit les nôtres pour nous donner les plus misérables encore. Les grandes femmes reçurent des robes courtes et les petites des longues. Nous n'avions plus rien de civilisé. Avec nos crânes nus, rasés, nos visages déjà maigres, après 5 mois de martyrs, nous étions contents de quitter cet enfer, bien que nous ne sachions guère ce qui nous attendait, mais cela ne pouvait jamais être pire. Je ne revis plus Huguette. Nous fûmes de nouveau 60 dans un wagon, avec pour tout bagage un pain, une margarine, un morceau de saucisson. Le voyage dura 3 jours, interrompu très souvent par des alertes. Les soldats descendaient du train et nous enfermaient complètement dans les wagons. Nous avions très faim et avons beaucoup souffert du froid. De la gare, on nous descendîmes. Nous avions encore loin à marcher. Jusqu'au camp, il y avait 7 kilomètres. Nous avons été épuisés par ce grand voyage. Les SS trouvèrent sans doute que nous n'étions pas fatigués car ils nous laissèrent de 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir sur une grande place non abritée. Nous grelottions de froid et nous avions très faim. Vers le soir, on nous emmena et grande désillusion, on nous fit entrer sous d'immenses tentes où nous couchions sur la paille. Nous étions arrivés à Theresienstadt. Quand il pleuvait, l'eau traversait et nous étions trempés jusqu'aux os. Le washroom était dans la cour. L'eau gelait presque en coulant du robinet. En plein hiver, nous nous lavions toutes nues dehors. Il fallait se laver tous les jours si l'on ne voulait pas attraper le pouls. Malgré cela, nous ne pûmes les éviter. Et 1 mois plus tard, nous en étions pleines. Les poux, c'était notre hantise. On se grattait toute la journée. Il nous empêchait de dormir la nuit. Des épidémies de typhus éclatèrent bientôt. Beaucoup de nos camarades en moururent. Ils nous donnaient rien à manger. Il y en avait beaucoup qui mouraient de faim. En février 1945, 500 femmes furent choisies pour travailler en usine près de Leipzig. Je fus de celle-ci. Nous refûmes donc le chemin de la gare où ils voulaient nous emmener. Nous pensions être libérés en route. 8 jours de souffrance se passèrent avant d'arriver à Theresienstadt en Tchécoslovaquie. Nous étions mangés par la vermine. Des femmes mouraient de la faim et du typhus. Des camarades étaient assises pendant 6 jours à côté des morts dans le wagon. Les malades hurlaient. Enfin, à la descente du train, personne ne pouvait plus marcher. Nous étions tous à moitié mortes. Les Tchèques furent très bons pour nous. Ils nous désinfectèrent et nous changèrent de robe. Puis ils nous mirent dans de belles chambrettes par 10. Seulement la réaction se fit. Des centaines moururent en quelques semaines. Tous les jours, on emmena d'autres à l'hôpital. Beaucoup de mes amis y passèrent et moururent. Mon amie tomba gravement malade aussi, on craignait le typhus. Elle est restée plus d'1 mois malade avec 42 fièvres sans manger. Elle maigrit terriblement, elle ne reçut presque aucun soin des médecins. Heureusement, elle est guérie maintenant. Les Russes prirent la ville le 8 mai 1945. Les SS furent assassinés. Nous vivions dans le bonheur de la liberté presque retrouvée. Quelle allégresse dans les rues du ghetto. Les Juifs s'embrassaient, les jeunes filles chantaient dans les rues. La ville s'anima. Des prisonniers de guerre passèrent. Le 31 mai, la Croix-Rouge américaine vint nous chercher. Nous fîmes 200 km en camion jusqu'à Pilsen, toujours en Tchécoslovaquie. Nous mangions bien, nous étions heureuses d'avoir enfin échappé au mauvais sort.
Le 4 juin 1945, nous prîmes l'avion jusqu'à Lyon, où nous nous sommes actuellement. Pour l'instant, nous sommes encore en quarantaine, mais mardi, ce sera la liberté complète. Les souffrances passées, j'aimerais volontiers les oublier si j'avais le bonheur de retrouver mes chers parents. Si cette joie ne m'est plus réservée, je les vengerai. J'attends tous les jours ma petite sœur, elle doit encore être en Allemagne. J'espère vous revoir bientôt, mes très chers. Je suis contente que Julienne et sa famille sont ici. Ma tante de Saint-Étienne était là hier et reviendra demain avec mes cousines. Pierre Dreyfus m'a rendu visite hier, il reviendra aujourd'hui pour être avec Jenny. Je suis tellement heureuse de revoir des personnes qui me sont chères. J'ai vécu trop longtemps parmi la racaille. Les juifs polonaises étaient très mauvaises pour les françaises. Cher oncle et tante, je me réjouis de vous revoir ainsi que ma belle cousine dont j'ai vu la photo. En lisant cette lettre, vous pourrez peut-être vous faire une idée de nos souffrances. C'est vraiment un miracle que je m'en suis tirée. Je n'arrive pas à croire que je suis en France et libre, après avoir passé 1 an derrière les barbelés. Beaucoup, malheureusement, ne reverront plus jamais leur cher pays ni les leurs. Des familles entières sont parties, personne n'est revenu. En ayant souffert et vu tant d'horribles choses, comment ne pas exiger le châtiment de nos bourreaux? Ils ont tué tant de petits innocents. Il faut qu'ils expient. Mais bien cher, dans l'attente d'une très longue lettre de votre part, je vous embrasse très tendrement. Une rescapée, Janine. Et donc Huguette, qu'elle attendait, sa sœur, qu'elle croyait qu'elle allait revenir, n'est jamais revenue, ni son père, ni sa mère, et ni sa sœur. Et ensuite, elle est retournée à Saint-Étienne, et c'est là qu'elle a revu mon grand-père David, parce qu'elle était donc tout ce temps où elle était à Auschwitz et partout où elle était avec Frida, qui était la sœur de mon grand-père. Elles étaient ensemble, elles ont les 2 numéros au bras suivis l'un de l'autre. Et donc, elle a revu mon grand-père qu'elle avait rencontré dans les wagons à bestiaux à l'aller en allant à Auschwitz. Et ils se sont revus et coup de foudre et voilà. Ils se sont mariés et mon grand-père aussi est revenu juste avec sa sœur et un autre frère qui est devenu fou. Le pauvre était dans un hôpital pour les gens fous. Et son petit frère de 13 ans est mort et ses parents aussi sont morts. Voilà, j'espère que vous n'hésitez pas à faire passer, à faire écouter. Et cette lettre, que vous sachiez, je l'ai emmenée l'original à Yad Vashem, où il y a aussi les témoignages de ma grand-mère et de mon grand-père. Et